Est-ce que vous avez remarqué qu'on passe notre temps, qu'on passe notre vie, que les gens autour de nous, si vous regardez bien, hein, à tous les niveaux de la société, les politiques, les gens qui en veulent toujours plus, qui veulent réussir, passent leur vie continuellement à rechercher des réalisations extérieures afin de se prouver qu'ils sont dignes d'amour. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué comment on était conditionné exactement de cette manière? Et si on ne s'en rend pas compte, on passe notre vie à courir, à courir, à courir, comme ces hamsters dans sa roue là, dans leur roue complètement bloquée, pour, en fait, si on réfléchit bien, trouver de l'amour. Si on réfléchit tout ce qu'on fait dans la vie, partir en vacances, avoir une nouvelle maison, avoir une famille, gagner de l'argent, c'est pour nous rassurer, c'est pour nous montrer, c'est pour nous permettre de croire, de se rassurer qu'on est digne d'amour. Ce qui va nous permettre de trouver certes un peu plus de joie, d'amusement, mais au final de nous montrer qu'on est digne de valeur, d'amour. Et vous l'avez sûrement remarqué qu'il y a des gens qui passent leur vie à ça, qui ont réussi plein de choses et qui continuent de manière effrénée, comme une course qui ne s'arrête jamais, comme pour combler un puits sans fond, pour trouver cet amour en eux. Et on le voit, on a plein d'activités comme ça, même le shopping, que ça soit les jeux qu'on fait, et pour certains c'est les jeux vidéo, pour certains c'est devoir manger, pour certains c'est des jeux d'argent, pour certains c'est l'alcool, pour certains c'est la drogue. C'est comme un moyen de combler ce puits sans fond qui est en fait ce manque d'amour qu'on a envers nous-mêmes. Parce qu'on le recherche toujours à l'extérieur, c'est ça qui est dingue. C'est comme si depuis petit, on n'a pas compris, ou le système éducatif ou de conditionnement qu'on a eu nous a pas montré véritablement que tel qu'on est, on est digne d'amour, on est aimé. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que les êtres humains, on dépense une quantité d'énergie à travers ça. Et ce soir ou aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ça. C'est ça, c'est de voir comment, à quel point notre vie est une course pour se prouver qu'on mérite l'amour. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi justement c'est si difficile pour la plupart des gens de vraiment s'aimer, de s'aimer vraiment? En fait, tout part de notre personnalité, selon moi. C'est encore une fois une approche que moi me semble cohérente, que j'ai appris auprès de certains initiés, de certains enseignants qui ont transformé ma vie et qui m'ont expliqué, et que j'ai pu observer par la suite dans ma vie, hein, c'est que lorsqu'on arrive sur Terre, on est, on est soumis à toute une éducation. À une éducation qui nous fait comprendre que pour certaines choses, certains comportements, certaines attitudes, on va avoir la validation de nos parents. Si tu dis bonjour à la dame, si tu es gentil, si tu travailles bien, si tu es discret, pour d'autres, si tu es drôle, si tu es aimant, si tu n'es pas une personne qui prend beaucoup de place, ou si au contraire tu réussis, là tu seras digne d'amour. En fait, on arrive souvent dans des familles, dans des milieux qui nous montrent que l'amour, on peut l'avoir que d'une certaine manière. Et ça fait qu'on est pris dans ces schémas, on a compris que petit, pour avoir l'amour, il fallait être d'une certaine manière pour être digne d'amour. Et ça fait que ce schéma dans lequel on nous a mis petit, on ne cesse de le répéter toute notre vie pour obtenir et continuer à avoir l'amour, plus de nos parents ou encore de nos parents, mais après des personnes autour de nous. Et on a compris ou on a été conditionné d'une certaine manière. Et il y a par exemple des approches psychologiques qui sont super intéressantes, comme l'énéagramme, qui donne 9 types de personnalités et qui explique qu'il y a eu 9 conditionnements fondamentaux. Par exemple, l'énéatype numéro 1, c'est une personne qui doit être toujours parfaite. Si je suis toujours parfait, j'aurai l'amour de papa, maman. Dans ma vie, jusqu'à ma mort, les gens essaient toujours de rechercher cette perfection. Le numéro 2, par exemple, il doit être constamment dans l'amour, dans l'attention des autres. Si je m'occupe bien des autres, alors je serai aimé, et souvent en s'oubliant soi-même. Le numéro 3, par exemple, c'est je dois être une personne qui réussit toujours.
Si je réussis, je serai aimé. Le numéro 4, c'est un peu plus celui qui doit être différent des autres. Si je suis différent, si je ne suis pas comme les autres, alors je serai digne d'amour. Il y a le numéro 5, qui est plus lui, je dois être quelqu'un qui a un savoir intellectuel, qui doit savoir les choses. Et si j'ai ça, si je suis comme ça, je serai digne d'amour. Le numéro 6, je continue tant qu'à faire, hein, qui est plus dans la loyauté. Si je suis loyal à mon système, à ma famille, là, je suis digne d'amour. Le numéro 7, c'est plus si je suis épicurien, toujours joyeux, si je profite, si je suis quelqu'un de content, là, mes parents vont m'aimer. Le numéro 8, lui, il a compris qu'il devait être quelqu'un de fort, de dur, ça doit être le chef. Si je suis quelqu'un de fort, alors j'aurai l'amour de mes parents. Et toute sa vie, il va continuer à vouloir être chef, à vouloir être quelqu'un qui montre sa force, et avec ses bons côtés, et parfois ses côtés plus difficiles. Et ensuite, on a le numéro 9, le dernier type, qui est je dois être quelqu'un de plus discret, de conciliant, d'apaisant. Peut-être petit, me faire plus discret, pas prendre trop de place. Je suis arrivé dans une famille où il fallait pas que je prenne trop de place. Et toute sa vie, il va continuer à agir de cette manière. Et donc, tout ça pour te dire que ce qui est dingue, c'est qu'on a été conditionné. Si j'agis de cette manière, oui, je serai digne de l'amour de mes parents. Donc après toute ma vie, je continue à agir de cette manière. Et on ne s'aime donc pas lorsqu'on n'est pas en train de répondre à ces injonctions. C'est-à-dire que moi, si j'ai été conditionné à être parfait depuis petit, ou en tout cas à croire que je devais être parfait pour être aimé, dès que je suis plus parfait, dès que je fais quelque chose de mal, alors je suis dans une partie de moi qui reste partie de mon humanité, mais je me rejette parce que je pense que je ne serai pas digne d'amour comme je l'ai appris. Donc on voit que toute sa vie, on continue à rejeter certaines parties de nous parce qu'elles ne correspondent pas à l'idéal qu'on peut avoir ou qu'on nous a conditionné pour obtenir l'amour de nos parents et finalement des autres et finalement de la vie et finalement de tout ce qui est au-delà de l'amour inconditionnel, quoi. Et justement, est-ce que toi, tu as une période où tu pensais t'aimer, mais en réalité, c'était encore conditionnel? Et même, qu'est-ce qui illustre le plus, tu vois, peut-être dans ta vie, qu'est-ce qui a le plus illustré ça, si ça a été le cas? Ouais, tout à fait, bien sûr, mais moi j'ai découvert ce conditionnement il y a longtemps et je me prends encore souvent les pieds dedans, hein, parce que c'est des conditionnements qui ont été faits très tôt. Moi, par exemple, je suis né premier dans une famille d'entrepreneurs où la réussite est très importante. On est le premier de la famille. Moi, on m'a beaucoup poussé à aller dans un collège, à aller dans un lycée, loin de chez moi, parce que c'était bon pour moi. Euh, et tout ça, j'ai vite compris que c'était même petit, en accomplissant des choses assez extraordinaires, c'est comme ça que j'allais avoir l'amour de mes parents. Le premier de la famille qu'on aime bien voir, qu'on aime bien réussir, qu'on aime bien motiver. Donc j'ai été conditionné dans ça. Et sûrement, encore une fois, moi, parce que je pense que j'avais choisi de venir sur Terre pour vivre cette expérience. Donc, pas de jugement par rapport au bien, au mal que ça suppose. C'est comme ça, c'est une expérience sur Terre, comme s'appelle ce podcast. Et, et j'ai vu vite que je cherchais ça. En tout cas, j'ai cherché ça pendant longtemps. Réussir un projet entrepreneurial, j'ai monté une boîte que j'ai pu revendre. Je suis parti faire un tour du monde. Tout se passait bien, j'avais coché un peu toutes les cases matérielles et ça a très bien fonctionné pendant un moment. Mais après, je me suis vite rendu compte que ce vide que j'avais au fond de moi, ben, il était toujours présent. En tout cas, je continue à souffrir, je continue à se sentir nul, à me sentir triste par moments, à me sentir indigne d'amour. Ce qui fait que j'avais le choix. Soit je continuais à créer encore plus de projets. J'ai continué un peu dans ça, à créer de nouveaux projets, une nouvelle entreprise, à investir dans des entreprises. Mais je me suis rendu compte que tout ça, ça marchait un certain temps. C'est comme quand tu vas t'acheter un nouveau pull. Tu es super content, ça va te durer quoi? 1 heure, 2 heures, 3 heures, un jour, 2 jours. Tu as eu cette petite montée, tu es là, tu te trouves beau. Et après, tu te rends compte que final, c'était que quelque chose d'extérieur
et que le vide, il est toujours là. Ce fond que tu n'arrives pas à combler, il est toujours à l'intérieur. Et donc ça, j'ai pris conscience en me cassant la gueule, en prenant une grosse claque, en voyant que j'avais coché plein de cases matérielles, mais je continuais à être triste, à être parfois déprimé, à être en colère, à être frustré. En tout cas, pas content avec ma vie. Et ça a été une grosse prise de conscience, à me dire, waouh, j'ai été élevé dans un système et même dans une société où on te dit si tu as tout matériellement, tu seras heureux. C'est tout ce qu'on nous a vendu, hein, petit. Si tu as ta voiture, si tu as ta famille, si tu as ta maison avec ta piscine, si tu as ce beau pull, si tu as cette belle marque, waouh, 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 là tu auras tout, quoi. Tu seras comblé. Et j'ai vu que rien du tout, c'était pas vrai. Et j'ai vu des gens autour de moi qui avaient beaucoup de choses, qui avaient toutes les cases matérielles de cocher et qui n'étaient pas véritablement épanouis. Et ça m'a beaucoup questionné, hein. J'en perdais le sommeil. Et un jour, j'ai compris, et je me suis dit, en tout cas, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça parce que là, je suis enfermé dans une manière de voir les choses. Et si je continue comme ça, je vais passer ma vie à courir comme on voit plein de gens, tous ces gens qui ont tellement, mais qui continuent à devoir avoir accumulé encore plus d'entreprises, d'argent, de pouvoir, de conquêtes. Pour d'autres, c'est des sorties. On le voit et on peut être tous dans ça, hein, il n'y a pas, il y a rien de mal. Mais c'est de voir que si je cherche à être une personne plus épanouie, plus en amour, plus sereine, plus en harmonie avec moi-même, avec les autres et avec la vie, ben à un moment, ça marche plus, ça marche pas. Et moi, j'ai pris une grosse claque et ça a été dur. Et j'ai rencontré, justement, je me suis intéressé à des enseignements plus spirituels, à des approches comme l'énéagramme, comme la méditation, comme les constellations familiales, comme des enseignements qui ont vraiment changé ma vie, comme celui de Idriss Lahore, de l'université du Samadeva. Il y a eu Joe Dispenza, il y a eu Lise Bourbeau, que je continue vraiment, ce sont des enseignements que je continue à suivre à la lettre et qui m'ont fait découvrir que c'était en moi qui avait tout, que la clé était en chacun de nous et qu'on avait à aller simplement la trouver et ouvrir des portes. Et c'est un processus qui prend du temps, c'est un processus lent, c'est un processus qui demande du courage, qui demande de la force. Et je continue à prendre des grosses claques, bien sûr, et je fais au mieux pour me relever. Et ce que je vois et ce que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé, c'est que une de ces grandes personnes qui pour moi était un grand maître spirituel qui s'appelle Idriss Lahore, un jour nous a expliqué que notre personnalité, celle qu'on avait acquis depuis qu'on est né, elle est faite de toute une série de parties. Que notre monde intérieur, il est composé de, lui, il avait estimé 987 parties qui sont différentes et qui sont des petits moi. Il appelait ça des petits moi de la personnalité. Par exemple, je me réveille le matin et il y a un petit moi qui a envie d'aller travailler. Il y a un autre qui a envie de rester au lit. Il y a un autre qui est en colère parce qu'il s'est disputé la veille. Il y a un autre qui est déjà préoccupé par la prochaine réunion. Il y a un autre qui est triste parce que il a des problèmes en ce moment, et il est dans la plainte. Il y a plein de petites parties en nous comme ça, et qui prennent comme le pouvoir tout au long de la journée. Et on est pris dans ces parties de nous-mêmes qui mènent la danse de notre vie. Et si on ne devient pas conscient, si on ne s'en rend pas compte, c'est comme si toute la journée, ces petits moi de la personnalité prennent tour à tour le relais. Et chacune de ces parties ont leur propre manière de penser, d'agir et de ressentir. Ce qui fait que l'être humain, quand on n'est pas conscient, tour à tour dans notre journée, on a ces parties qui prennent le relais, qui prennent le pouvoir et qui prennent la maîtrise de notre manière de penser, d'agir et de ressentir, de notre centre intellectuel, émotionnel et physique. Et finalement, l'être humain, on peut vite devenir inconscient, comme pris dans ces parties de nous. Et au final, ces parties de nous ont des intérêts opposés. Par exemple, le petit moi qui veut aller travailler, ben, il va faire la guerre à celui qui veut rester au lit. Le petit moi qui veut être un gentil garçon, une gentille personne, parce qu'il a compris que s'il était gentil, il aurait l'amour, dès qu'il est dans la partie je suis celui qui est en colère et qui gueule, ben, il y a la partie gentille qui fait la guerre à la partie
qui juge méchante. Et on voit que de par la constitution de notre personnalité, on a des différentes parties et qui sont des parties qui peuvent s'opposer entre elles. Et tu peux avoir par exemple le petit moi de la colère qui va se liguer avec le petit moi réactif, qui va se liguer avec le petit moi qui ne veut pas se laisser faire. Et face à lui, il y a le petit moi gentil, le petit moi qui est doux, qui est aimable. Et c'est comme si on avait des gangs de petits moi comme ça qui se faisaient la guerre à l'intérieur de nous. Et ça, ces oppositions intérieures sont la source de la plupart de nos mal-être, de nos problèmes relationnels et même de nos problèmes de santé. Et ça fait partie vraiment de la nature humaine. Et c'est comme ça qu'on a été et qu'on est tous constitués. Et donc la solution, c'est de s'extraire de ce monde de la personnalité en repassant au monde de plus de l'esprit, plus de l'observateur qui est capable de regarder tout ça et d'embrasser tout ça avec amour et de ne plus se laisser influencer sans en être la victime. C'est-à-dire que je suis celui qui voit tout ça comme le bon père d'une colonie de vacances avec toutes ses parties et qui va donner une direction à l'ensemble pour justement amener toutes ces parties en les considérant sans les rejeter vers un but commun, vers une intention commune. Et ça, c'est une des possibilités qu'on a chaque être humain, de sortir de ce labyrinthe du monde de la dualité, de la personnalité, de la séparativité dans lequel on est sûrement venu expérimenter en choisissant de venir sur Terre. Alors là, tu parlais justement pas mal de ces petits moi, de ces paradoxes qu'on a dans notre personnalité. Et justement, on confond souvent amour de soi et narcissisme. Pour toi, c'est quoi la différence? Tout à fait, tout à fait. Je dirais le plus humblement possible, moi, ce que je pourrais répondre. Le narcissisme, pour moi, ça m'évoque, tu vois, tout ce qui est orgueil, vanité, prétention, c'est que on reconnaît des parties qu'on aime vraiment. Tu vois, par exemple, j'aime la partie qui réussit, la partie qui sait bien s'exprimer, la partie qui sait séduire, la partie qui sait être un bon orateur, la partie qui sait être marrant, drôle avec les autres. Ça, c'est les parties que j'aime et je sais vraiment les mettre souvent sur le devant de la scène. Et lorsque j'ai ça, ça me permet d'avoir l'amour des autres. Donc, si j'arrive à faire ça régulièrement, c'est super. Parce que j'aime être ces parties de moi. Et les autres m'aiment à travers ça. Donc, ça marche bien quand je suis quelqu'un d'assez doué, qui sait se mettre en avant, qui sait bien se vendre, qui sait bien parler. Pour d'autres qui savent faire rigoler, pour d'autres qui savent rendre service. Waouh! J'aime ces parties de moi et elles marchent bien, elles me permettent d'avoir la reconnaissance des autres et même l'admiration des autres. Et ça, je dirais que ouais, ça peut faire partie de l'orgueil, de la personnalité qui en fait ne va sélectionner et aimer que des parties bien spécifiques. Le problème, c'est que le jour où je suis triste, le jour où je suis en colère, le jour où je suis préoccupé, le jour où je suis malade, le jour où je n'arrive pas à être dans ces parties, ben je me tape dessus. Ouais, ce soir, Antoine, tu étais à ce dîner avec tes potes et franchement, ouais, tu étais transparent. T'étais pas comme tu l'es d'habitude, tu vois, tu disais pas des trucs intéressants, tu faisais pas rire. Là, tu rentres chez toi, tu te tapes dessus, mais j'étais une grosse merde ce soir. Et ça te fait souffrir. Et en fait, tu vois, tu te rends compte que quand tu es dans la partie un peu timide, la partie qui est triste, la partie qui ce soir n'a pas envie de communiquer, qui est un peu renfermée sur elle-même, la partie sensible, la partie qui est un peu l'opposé de ces parties qu'on décrivait, qui disaient si je suis par exemple fort, ben, je suis digne d'amour. Mais si ce soir je suis un peu faible, ben, je suis plus digne d'amour et je me tape dessus. Et pour moi, ce que je découvre depuis quelque temps et ce que j'essaie de m'appliquer, c'est de me dire, est-ce que je peux aussi m'aimer alors que
ce soir, j'étais dans ma partie inintéressante. Et encore inintéressante, c'est un jugement de valeur. Mais dans ma partie qui n'avait pas envie de parler. Ou dans ma partie qui était plutôt timide. Dans ma partie qui a pu dire une connerie et même être désagréable. Est-ce que je peux m'aimer en étant dans ma fatigue, en étant réactif? Est-ce que je peux embrasser toutes les parties de ma personnalité sans me juger? Et c'est là que ça devient très, très, très difficile. Moi, je le voyais, je donnais un séminaire le week-end dernier et j'ai eu des moments où j'étais assez réactif parce que je voyais que j'étais sous stress et j'avais la peur que ça ne se passe pas bien. Et donc, cette peur générait une certaine insécurité en moi et faisait que j'étais plutôt sur la défensive. Ça s'est plutôt bien passé le séminaire, mais il y a eu deux, trois moments où je me suis vu comme ça. Et quand je me suis vu comme ça, je me suis dit, mais Antoine, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de répondre sur un ton un peu défensif, un peu réactif à tes participants. Je sentais que ça créait une ambiance qui était un peu électrique. Et là, j'étais en train de me taper dessus. J'étais parti dans cette boucle. Waouh, je suis réactif. En plus, je ne m'accepte pas dans ça. Et j'étais parti dans à la fois la boucle un peu agacée et la boucle en même temps qui était celle de la culpabilité. Et je voyais à quel point je me rejetais dans ça. Et il m'a fallu un peu de temps pour reprendre la main, me dire, waouh, Antoine, mais sûrement tu as une peur derrière toi. Tu as la peur que le séminaire ne se passe pas bien. Tu as la peur peut-être de te juger, d'être nul, d'être pas assez bon. Et une fois que j'ai pu, et ça m'a pris du temps, hein, embrasser cette peur, j'ai pu embrasser aussi et accepter la partie qui était réactive. Et à partir du moment où je l'ai fait, et être dans l'amour de cette partie, parce qu'elle avait une peur derrière et elle voulait simplement me protéger, euh, là j'ai pu ressentir un relâchement en moi qui était que Antoine, j'accepte aussi mais que j'ai une partie peureuse, préoccupée, une partie réactive parce qu'elle veut me protéger. Et là, j'étais plus à me dire, ouais, j'aime Antoine que quand il réussit, que quand il est un super intervenant, un super formateur, qui dit des choses intéressantes et qu'il a de super exemples. Non, je peux aussi aimer ou en tout cas me proposer de recevoir et d'accepter Antoine aussi quand il est réactif parce qu'il a une peur derrière. Et c'est sortir d'un niveau où je me juge parce que je corresponds pas à certains idéaux de mes conditionnements, mais je peux sortir de ce monde, de cette conscience de la personnalité qui aime sous condition pour passer au monde plus de la conscience, de l'esprit, de l'âme que je suis, qui m'aime inconditionnellement dans toutes les parties, qui se dit simplement, Antoine, tu es sur Terre, dans le monde de la dualité, et parfois tu expérimentes une partie colérique, parfois tu expérimentes une partie agacée, parfois tu expérimentes une partie agressive, parfois tu expérimentes une partie insolente, une partie jalouse, une partie égoïste. Et il n'y a rien de mal avec ça. Parfois, ces parties, c'est utile de les expérimenter parce que dans une situation donnée, ça vaut le coup de l'être. Et je donne un exemple. Par exemple, moi, je sais que j'ai un père que j'aime beaucoup et avec qui ça n'a pas été facile tout le temps pour moi, adolescent. Et là, lui, il a une propension à être super, parfois très, très direct avec les gens. Et moi, petit, ça n'a pas été évident de le voir agir comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, quand moi je reproduis ce schéma, parce que j'ai été conditionné par ça, et je reproduis bien sûr ça, à l'insu de mon plein gré, comme dirait notre ami des Guignols de l'info, parfois je reproduis ça, et comme ça générait de la souffrance en moi petit, quand je reproduis ça, je m'en veux. Et je me dis, Antoine, c'est pas bien, tu es une mauvaise personne, tu es un mauvais garçon, parce que tu es dans ta partie agressive et tu as mal répondu au serveur au restaurant, par exemple. Mais maintenant, ce que je vois, c'est que déjà, parfois je suis comme ça et j'essaie de me donner la permission, mais je vois que surtout cette partie qui peut être agressive, parfois elle a de l'utilité dans un moment où c'est nécessaire de l'être. Elle peut me protéger, cette partie, lorsqu'il y a un danger réel, lorsque je suis face à une personne qui veut trop prendre de place, qui ne va pas respecter qui je suis, mes besoins. Ouais, je peux sortir la carte de la partie agressive et l'utiliser parce que ça va me permettre de protéger mon territoire. Le tout, c'est de se dire, waouh, cette partie, elle existe, elle est en moi et je peux l'utiliser de manière consciente. L'utiliser quand c'est
intéressant de l'utiliser. Et là, ça fait toute la différence. Et devenir pour moi un maître de sa personnalité, de sa vie, c'est celui qui est capable d'utiliser la partie, une de ces parties, de ces 900 parties. Alors, ça peut être déjà si tu sais utiliser une trentaine de parties, c'est top. Mais utilise la partie euh, colérique au bon moment, la partie euh, agacée au bon moment, utilise la partie égoïste. La partie égoïste, tout le monde dans nos sociétés, il ne faut pas être égoïste, il faut pas être égoïste. Utilisez la partie égoïste pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son énergie, pour se dire là, pendant 1 heure, je vais aller faire une activité qui me fait du bien. Ça va me permettre de me régénérer. Je vais penser à mon besoin d'être en paix, à mon besoin d'être joyeux, à mon besoin de me donner de l'attention. C'est super important d'utiliser cette partie égoïste parce qu'après, tu reviens dans ton boulot, dans ta famille, tu es régénéré et tu vas donner d'autant plus dans la facilité des bonnes vibes, de l'amour, de l'attention, de la présence sans te forcer à le faire parce que pendant 1 heure, tu as pris soin de toi. Et ça fait vraiment la différence plutôt que de lutter. Ouais, je ne dois pas être quelqu'un d'égoïste. Ouais, c'est pas bien d'être égoïste. Non, j'ai une partie égoïste, je l'utilise. Quand tu reviens avec les tiens, avec tes proches, avec ta famille, tes amis, ben, tu es beaucoup plus disponible parce que tu as pris soin de toi. Et ça fait toute la différence dans la vie. Arrêter de lutter contre une partie et plutôt l'embrasser pour ensuite, comme l'autre pièce de la monnaie, mais j'ai utilisé ma partie égoïste, maintenant je suis dans ma partie altruiste et généreuse, sans lutter contre ma partie égoïste. Et ça c'est vraiment embrasser cette polarité, cette dualité qu'on connaît et qui fait partie de notre expérience humaine parce qu'on est venu sur Terre expérimenter ça, les deux faces. Et quand on éclaire une, l'autre se révèle. Et ce que j'adore dans l'enseignement de Lise Bourbeau, elle nous dit par exemple, les gars, tu as appris, ouais, tu vois que tu luttes contre ta partie égoïste. Plus tu seras, alors tu veux être quelqu'un de généreux, mais plus tu seras capable d'utiliser, te permettre parfois d'être dans ta partie égoïste, plus tu réaliseras ce que tu veux vraiment, être ta partie généreuse. Et c'est ça, moi ça a changé ma vie de comprendre ça, que plus j'utilisais à bon escient ma partie égoïste, plus naturellement j'étais généreux. Et tout le contraire de je dois être généreux, je dois être généreux. Si je suis égoïste, je suis une mauvaise personne. Et ça fait toute la différence. Et ça m'a beaucoup appris d'arriver à voir ces parties et à les accepter, à me permettre de l'être de temps en temps. Et bon, c'est tout un travail parce qu'il y a plein de parties que je ne vois pas encore et qui sont très dures je les découvre, lorsque je mets de la lumière dessus, de me dire putain, Antoine, waouh, t'es ça quoi. T'as cette partie qui est pas belle à voir, mais ouais, ça fait partie de mon humanité parce que je considère et j'ai appris aujourd'hui que un être humain porte en lui toutes ses parties. Rien que parce que le fait qu'on soit dans un corps humain, qu'on soit venu sur Terre, on porte en nous toutes les parties de l'humanité. Alors pour certaines, elles vont se révéler plus que d'autres. Certaines ne se révéleront jamais, mais plus on avance sur le chemin, plus on en découvre. Et certains, lorsqu'on les voit, ça fait très mal de les voir au départ. Si moi je dois résumer un petit peu ça en une phrase, je dirais que on croit souvent que s'aimer, c'est se trouver exceptionnel, donc dans des parties où on est bien, comme ce que tu décrivais. Mais finalement, c'est surtout juste de se permettre d'exister comme on est. Et moi, ce qui pourrait m'aider, c'est à quelque chose de métaphorique, et ça me faisait penser à... Tout à l'heure, tu parlais de ton père. Ça me faisait penser à une sorte de parent intérieur. Un parent, il y a un amour inconditionnel, qu'il soit bien, mal, qu'il fasse des choses même parfois terribles. Il y a toujours cet amour qui est là. Moi, en tout cas, je sais pas, est-ce que ça te parle, ce que je te dis là, ou est-ce que, en tout cas, c'est une bonne image, je trouve, pour moi, ou est-ce que peut-être que t'en as d'autres? Ouais. C'est tout à fait ça. Alors, j'ai pas eu la chance dans cette vie-là, où je me le suis pas proposé, ou c'était pas dans mon plan de vie, ou pas encore, j'en sais rien, tout est ouvert. Mais je suis pas parent. Et effectivement, une des grandes choses qui me semble intéressante de vivre en tant que parent, c'est cet effet d'amour inconditionnel. Tout à l'heure, je m'occupais de ma petite nièce qui a 2 mois, je l'avais pendant 1 heure et je voyais à quel point un enfant, on l'accepte comme il est. On l'accepte comme il est. Bon, même si ça n'a pas été le cas, mais je sais que quand ça pleure plusieurs heures, on s'énerve aussi. Et
Mais effectivement, cette notion d'être son bon parent, c'est un très bon résumé de cette notion de voir, c'est pour ça qu'on appelle les petits moi. Les petits moi de la personnalité, ce sont comme des petits enfants. Et tu as cette petite partie en toi qui se révèle un jour, à un moment, un certain moment de la journée. Et c'est un petit enfant qui demande de l'attention et qui a toujours une bonne raison de se révéler parce qu'il veut aller toujours dans le sens de faire quelque chose de bien pour toi. Alors le petit moi de la colère, c'est comme un enfant qui est là, ah je suis en colère et j'ai une bonne raison de me mettre en colère parce que je veux quelque chose et je ne peux pas l'obtenir. Je suis dans cet état de frustration. J'ai un besoin et j'aimerais y répondre, mais comme on n'y répond pas, je me mets en colère. Et effectivement, si toi, tu arrives à avoir cette lecture du parent intérieur, tiens, mais il y a ce dessin animé qui est extraordinaire, hein, vice-versa, là, des studios Pixar, ou je sais plus ce que c'est. Ouais. Et qui est un très bon résumé de ça. Si tu es capable de voir ton petit moi de la colère, ok, tu arrives et là tu sens la colère qui monte en toi, ok. Le petit moi de la colère a à me dire quelque chose. Souvent, le petit moi de la colère, il a à me dire que j'ai un besoin qui n'est pas respecté. Ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Ben là, en fait, on fait plein de trucs, mais j'ai mon besoin d'être en paix, j'ai mon besoin de jouer, d'être un peu heureux, d'être joyeux, j'ai mon besoin d'être respecté par l'autre qui ne se produit pas dans le moment. Et si tu es capable d'entendre ce message, ben ça permet de considérer, de dire oui, et ça c'est super important, oui à la partie qui est là, oui à ma partie colérique, oui à mon petit moi de la tristesse, tu as un message à me dire, oui à mon petit moi de la peur, j'ai une peur qui monte. Antoine, tu vas faire ce podcast, est-ce que tu t'es assez bien préparé? Est-ce que moi j'ai peur que ça se passe mal, que tu sois sans réponse à une question? Ok, merci d'être là. Et là, tu peux justement entamer même un dialogue ou le remercier et te dire, est-ce que là, je peux faire quelque chose de bien? Est-ce que je me sens suffisamment préparé? Est-ce que je peux répondre à mon besoin dans le cas du petit moi de la colère? Et si tu es capable d'engager une forme de communication avec ce petit moi et d'y répondre, il se sent accueilli et tout de suite, il se calme. Et effectivement, c'est ce que tu disais, c'est être le bon parent intérieur, c'est être le bon intendant intérieur et c'est savoir gérer son monde intérieur, ces différentes parties qui sont en nous, pour être capable d'écouter leur message, d'écouter leur point de vue, en sachant toujours qu'il s'agit que d'un point de vue que tu peux considérer, mais auquel tu n'es aucunement obligé de croire. C'est un point de vue. Il te donne sa façon de voir les choses. Il va te dire, Antoine, par exemple, tu es en danger de mort, tu vas faire une prestation à l'oral, fais attention, il peut t'arriver n'importe quoi. Ok, merci, merci. Je prends ton message. Moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en danger de mort? Non, pas du tout. Est-ce que je peux peut-être mieux me préparer, faire une petite méditation de 5 minutes pour revenir à moi? Oui, ça c'est intéressant. Ok, je prends son message, je le remercie et je le remets à sa place. Et ce qui est très important et qui est très aidant, c'est quand tu as un but que tu t'es fixé dans la vie, par exemple, euh, vivre en harmonie avec ma famille ou créer des espaces de séminaire, comment je peux me servir des indications de cette partie pour justement qu'elle serve à mieux répondre et aller vers cette intention que j'ai posée. D'où l'importance d'avoir un but, un grand but qui est toujours un but extérieur à nous-mêmes vers lequel on va pouvoir amener l'énergie de cette partie et dire à cette partie, ok, tu es en colère, dis-moi ce qui se passe et comment ça peut être utile pour servir ce projet qui est plus grand que nous et qui nous dépasse et dans lequel on va aller ensemble, main dans la main, pour épanouir ce projet. Sur un plan plus pratico-pratique, en tout cas en termes d'entraînement, donc est-ce que l'amour inconditionnel, c'est un état qu'on atteint un jour, ou est-ce que là c'est un peu ce que tu dis, est-ce que c'est donc un travail au quotidien? Il y a des réflexes à avoir. Comment ça marche? Est-ce qu'on peut donner une sorte de méthodologie? Peut-être que même toi, il y a eu des moments où tu sentais que tu t'éloignais de cet amour, et comment on peut réagir face à ça?
Alors c'est une très bonne question. Moi, je pense aucunement avoir atteint l'amour inconditionnel et je pense que j'en ai pour toute ma vie et peut-être d'autres encore et encore, hein, parce que c'est une vraie mission de vie, être capable d'incarner cet amour. Pour moi, les gens qui vivent dans l'amour inconditionnel, j'en connais pas. J'avais cette personne qui a été pour moi une personne qui m'a beaucoup inspiré, Idriss Lahore, qui lui était arrivé à, je pense, à être vraiment une personne qui vivait au niveau de la conscience de l'esprit, c'est-à-dire plus au niveau de la conscience de la personnalité. Dès que tu es dans la personnalité, tu es dans la dualité. Donc effectivement, ça, j'espère pouvoir répondre à ta question dans ce sens. C'est un entraînement de tous les jours. Et pour moi, la meilleure manière d'y arriver, c'est de s'observer et de faire régulièrement comme des pauses dans sa journée et de voir que, tiens, là où j'en suis, où je suis là. Ok, là, je suis sous le petit moi par exemple, de la pression, le petit moi anxieux. Je suis sous le petit moi exigeant. Je suis sous l'emprise de ce petit. Ok, le petit moi triste ou le petit moi joyeux ou le petit moi aidant. Ok, je fais une pause et je vois dans quel petit moi je me trouve. Ça demande simplement quelques minutes, mais ça demande une répétition euh, vraiment régulière, de se regarder dans quelle partie je suis là, de voir si c'est confortable, inconfortable, et à partir de là, de se dire, tiens, je suis dans une partie, mais je n'oublie pas que je suis bien au-delà de cette partie. Et ça peut se faire simplement, bon moi je prends un peu de temps parce que ça demande de l'entraînement et de la répétition, mais simplement fermer les yeux là et de me dire, ça on peut le faire, hein, vous pouvez le faire en même temps si vous écoutez ce podcast, de tiens, dans quelle partie de moi je suis là? Je reviens à moi, je ferme les yeux et je vois que je m'observe dans mon centre physique, dans mon corps. Est-ce que je sens peut-être une tension? Je sens un peu de tension dans mon cou, dans mes épaules. Je sens que je suis dans ce centre de la parole qui parle rapidement. Comment je me sens dans mes pensées? Est-ce que y a des pensées qui me disent ce que tu fais c'est bien, qui sont jugeantes, pas jugeantes? Comment je me sens dans mes émotions? Et là, je peux faire un petit état des lieux et me rappeler que ça, c'est qu'une partie ou que des parties de moi qui sont maintenant à l'œuvre et que moi, je suis bien au-delà de ça. Je suis une conscience supérieure qui est venue sur Terre. Et en me rappelant de ça, je peux me dire, je suis cette conscience qui, là, en ce moment, expérimente une partie de moi. Et me rappeler que cette conscience, elle est bien au-delà que de cette partie et qu'elle peut embrasser cette partie et qu'elle peut même décider dans le moment d'appeler des caractéristiques comme l'amour, comme la joie, comme euh, la paix. Et moi, ce que j'adore me dire, c'est, OK, là, je suis dans cette partie, par exemple, cette partie exigeante, dans cette partie qui veut aller vite, dans cette partie, en ce moment, une partie qui fait une prestation à l'oral qui est plutôt concentrée, qui essaye de bien de répondre aux questions, qui veut bien faire. OK, je remercie cette partie et je me dis, je ne suis pas que ça. Et je me dis, qu'est-ce que dirait aussi ma partie, par exemple, de l'amour, ma partie de la joie, ma partie de la sérénité? Que dirait l'amour en moi là? Et l'amour, il dirait simplement, ben, profite de ce moment, là, tu es, avec cet ami avec qui tu échanges, avec qui tu peux partager des choses qui sont importantes pour toi, avec qui tu peux transmettre peut-être des graines qui auront de l'utilité pour d'autres, et simplement détends-toi dans le moment et parle avec le cœur parce que tu partages vraiment qui t'es. Que me dit ma partie joyeuse? Elle me dit, ben, profite de ce moment, tu adores faire ça, tu adores partager, tu adores être avec des gens avec qui tu peux amener certaines connaissances. Donc, prends plaisir dans le moment. Qu'est-ce qu'elle me dit ma partie sereine, par exemple? Elle me dit, ben, relaxe-toi. De toute façon, tu parles que de toi, tu sais que tu n'as pas la vérité, tu sais que tu donnes qu'une partie de la vérité et qu'elle t'appartient à toi et peut-être ça aidera les autres, mais il n'y a pas d'enjeu, donc détends-toi dans le moment. Donc tu vois, je vais chercher à aller questionner aussi des parties qui sont plus
des parties qui sont, je dirais, plus de l'acabit, plus dans la connexion de cette conscience que je suis vraiment, qu'on est vraiment, qui est plus celle de l'amour, celle de la joie, celle de la paix, qui sont vraiment des caractéristiques de cette conscience que nous sommes. Donc ça, c'est le petit travail que je me propose régulièrement dans ma journée. Je fais une pause, j'accepte ce qui est en moi, je respire et je me dis, tiens, que dirait l'amour? Comment pense l'amour? Et rien que ça, et l'amour, il te dit toujours déjà, j'aime tout ce qui existe là. C'est-à-dire que je prends ce qui est sans le rejeter. L'amour, il dit déjà ça. Et je fais avec pour ensuite faire le prochain pas qui peut être une action encore plus orientée, amour, c'est-à-dire que je vais plutôt faire un geste doux avec moi-même, un geste bienveillant avec moi-même ou avec l'autre. Est-ce que dans cette manière de procéder, il y a aussi le fait de finalement aussi se parler à soi-même différemment, de davantage s'écouter, aussi ce que tu disais, de respirer, et aussi ces parties sur lesquelles on peut agir. Mais est-ce que, tu vois, est-ce que c'est la conséquence, finalement, se parler différemment ou s'écouter? Tu vois, est-ce qu'on peut intégrer cette idée-là dans cette manière de s'aimer davantage? Mais complètement, déjà, on voit que qui, en tout cas, on commence à voir de plus en plus souvent qui tient les manettes en soi. Et on voit que souvent, c'est cette entité qu'on a appelée l'ego. Et l'ego, en fait, il n'y a rien de mal, rien de bon hein, dans l'ego. C'est un serviteur, mais qui est calife à la place du calife, tu vois. Et c'est ce serviteur qui a pris toute la place, mais qui, lui, est persuadé qu'il fait ça pour ton bien. Il est persuadé qu'il fait ça pour ton bien et que sa manière de faire, c'est la bonne manière. Mais tu te rends compte que cet ego, qui est le résultat de tes conditionnements passés, de l'éducation que tu as suivie, qui t'a dit si tu fais comme ça, tu mérites l'amour, il est devenu super agressif et il te dit Antoine, là, qu'est-ce que tu fous là? Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fous? Prépare-toi, on doit aller vite, il faut que tu réussisses dans ta vie, il faut que dans mon cas, il faut par exemple que tu t'entraînes pour ta prochaine formation, sinon tu seras nul. L'ego, il est là comme pour te protéger en fait de peur que tu as eu enfant et c'est lui qui continue à avoir les commandes. Et tu te rends compte que toute la journée, en fait, c'est souvent lui qui est exigeant, qui est agressif, qui est autoritaire, parce qu'il a peur. Et lui, il est toujours dans les mêmes peurs que tu as eu petit. L'ego, il t'a servi petit quand tu étais face par exemple, à un inconnu qui t'a mal parlé et il t'a permis de te protéger. Et maintenant, dès qu'il est dans l'inconnu, il a l'impression que face à un inconnu, il va mal te parler, donc il te fait réagir de la même manière. Donc il est en train de reprendre le passé, il le remet sur le présent, et ça devient ton futur, et tu es en train de faire que ton passé devienne ton futur. Et cet ego, il a pour habitude de parler d'une manière assez exigeante, assez dure. C'est la partie qui peut être très dure avec nous-mêmes. Et tu te rends compte que souvent, ben, tu es là, tu es en train de te parler la journée. Allez, dépêche-toi. Tu n'auras jamais assez de temps. Tu n'aurais jamais dû dire ça. Pourquoi tu as fait ça? Il faut que tu fasses ça. Tu dois. Tu devrais pas. Tu n'aurais pas dû. Et tout ce dialogue intérieur qui prend beaucoup de place hein, nous pompe énormément d'énergie et dans un manque d'amour envers nous-mêmes. Et nous fait dire que si tu n'as pas fait tout ça, ben, tu n'es pas digne d'amour. Et tu te rends compte que ça, c'est très souvent en toi. Et là, tu te dis, quand tu le vois au départ, tu es un peu désespéré, tu te dis, waouh, 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 est-ce que c'est la manière de me parler à moi? Et oui, 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 on est beaucoup dans ça. Et au départ, c'est dur de le voir. Et après, tu commences à le voir et à dire à ton ego, ok, je vois que tu me parles comme ça, tu as ta bonne raison, mais tiens, ce n'est que ta manière de voir les choses. Et là, c'est encore une fois d'être capable de ne pas le rejeter surtout, de lui dire, ok, c'est ta manière de voir les choses, merci, elle est basée sur les peurs, je te remercie, mais maintenant, je vais aussi demander l'avis à d'autres parties de moi, et c'est pour ça que là, j'aime bien, comme je l'ai appris, demander, tiens, que pense l'amour de cette situation face à cette personne? Tiens, l'ego me dit, tu devrais être sur tes gardes, tu vas sûrement te faire rouler dans la farine par cette personne si tu prends pas garde, ça t'est arrivé quand tu étais petit.
Que dit l'amour? Mais l'amour, il dit, écoute ce que l'autre a à te dire, par exemple. Tu n'es pas obligé d'être réactif et d'accepter sa proposition. Tu vois, tu peux te prendre conseil avec d'autres parties de toi. Et ça devient de plus en plus intéressant quand on est capable de ne plus suivre les injonctions de l'ego, de ne plus être inconsciemment sous l'emprise de cette tyrannie de l'ego. Moi, j'adore utiliser ça, de sortir de la tyrannie de l'ego pour redonner la place, la souveraineté à cet amour en soi. Et ça demande un entraînement et d'être conscient. On part toujours de conscience, on ne peut changer que ce dont on est conscient. Et de voir, tiens, qui parle en moi? Ah, là, c'est la dureté, là, c'est l'exigence, là, c'est la peur. Ok, merci les gars. Délivre-moi ton message. Je te remercie. Maintenant, est-ce que je dois croire à ça? Pas forcément. Parfois, croire à la peur, ça a du sens, qu'on est en danger véritable, mais la psychologie a encore démontré que 90% de nos peurs anticipées ne se réalisent jamais, ne sont fondées que sur des projections mentales. Donc, merci la peur de me dire que si je vais à cette prochaine réunion, je risque de mourir, mais est-ce que c'est la vérité? C'est ta façon de voir les choses. Que me dit l'amour, que me dit la joie, que me dit une autre partie de moi qui peut être intéressante de prendre avis. Et comme tu le disais, toi, tu es un peu comme le souverain de ton monde intérieur et tu as toutes ces parties qui sont là auxquelles tu te peux demander avis. Et c'est un peu comme dans le dessin animé vice-versa. Tiens, si je suis le maître en moi, le bon intendant, je vois que, tiens, ça c'est la peur qui n'arrête pas de me dire fais attention, fais attention, fais attention, il va t'arriver quelque chose de difficile. Ok, je vois que je suis dans ce dialogue intérieur. Je peux, grâce à ça, prendre conscience que je suis là-dedans. Donc, ok, merci. 1, de me donner ton avis. 2, de me faire prendre conscience que c'est toi qui as les manettes. Et ça fait que je peux aller demander l'avis maintenant à d'autres personnes, à d'autres parties de moi. Et ensuite, à moi d'être le souverain qui décide. C'est un peu comme le chef de la tribu qui demande à ses proches, qui demande aux autres parties de la tribu, comme on le voit dans les films là, sous le tipi. Tiens, la peur t'a parlé. Tiens, que dit la partie prudente? Tiens, que dit la partie un petit peu plus téméraire? Que dit la partie un peu plus enthousiaste? Et toi, tu peux te faire un peu un avis, sans trop compliquer les choses, hein, mais pour te dire, je vais prendre la bonne décision qui correspond le mieux à moi d'agir selon une certaine intelligence, une intelligence du cœur dans cette situation. J'allais te demander, est-ce que tu penses qu'on peut aimer l'autre sans s'aimer soi-même? Mais a priori, la réponse est oui. Le truc, c'est que je me dis, quelque part, c'est que plus on s'aime soi-même, plus on aime mieux les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec la seconde partie, parce que la première partie, tu m'as demandé est-ce qu'on peut aimer l'autre sans s'aimer soi-même? Et après, tu m'as dit, je ne pense pas qu'on puisse aimer l'autre si on ne s'aime pas. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ça. On ne peut pas véritablement aimer l'autre si on n'a pas appris à s'aimer soi. Et moi, j'aime beaucoup les approches qu'en fait, l'autre n'est qu'une réflexion, qu'un reflet de moi-même. Et en fait, la réalité, elle est tellement vaste quand on voit les autres et le monde. Et on comprend aujourd'hui qu'on ne voit la réalité qu'à travers notre prisme. Et par exemple, souvent, on va voir l'autre à travers nos projections. Ça, c'est prouvé. Moi, je vais te voir quand je t'aime, quand je t'admire, quand ça me convient ce que tu dis, à travers ces parties que moi, j'aime en moi. Et par contre, quand l'autre, je ne vais pas l'aimer, c'est qu'en fait, je suis en train de voir à travers lui des parties que je n'aime pas en moi. Et c'est ça un des grands jeux de la vie, et ça c'est l'effet miroir qui peut être extraordinaire et qui peut donner beaucoup plus de sens, de curiosité, de piment, d'aventure à la vie, c'est de se dire tiens, je pars aujourd'hui dans ma journée, je vais regarder le monde à travers le prisme de cet effet miroir. Et quand je vois quelqu'un, ouais, lui il est sympa, il est gentil, tiens, lui il parle bien à sa copine, ouais, ça me plaît ça. Ça, c'est des parties en moi que j'ai, que j'apprécie. Par contre,
le vendeur, le serveur qui est agressif, tiens, il m'a mal parlé, ou dans les embouteillages, cette personne qui se met en colère, ou tiens, cette personne qui parle mal à son ami, ou qui parle mal à son enfant. Tiens, lui, je l'aime pas. Ça, j'aime pas quand il agit comme ça. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que on n'aime pas sa partie euh, impertinente, sa partie insolente, sa partie agressive. Ça- et ce qui fait que grâce à l'autre, je vais découvrir les parties qu'en moi je rejette. Ce qui fait qu'au fil du temps, en se disant, tiens, là j'étais dans la queue au restaurant ou au supermarché, j'étais dans le train, j'ai vu une scène et elle m'a beaucoup déplu. J'ai eu par exemple ce père qui parlait de manière très difficile, très dure à son petit enfant. Waouh! En fait, je me rends compte que je le juge d'être trop dur avec son petit enfant. Et en fait, la transposition que je peux faire de manière très simple, quand je vois que je n'accepte pas la dureté dans le monde extérieur, c'est que je n'accepte pas la dureté dans mon monde intérieur. Et que parfois, j'ai sûrement tendance à être dur avec moi-même et peut-être avec des parties de moi-même et que ces parties en souffrent beaucoup. Et à partir du moment où je suis capable de voir ça, et je suis capable de voir que moi aussi j'ai une partie dure. Pourquoi j'ai une partie dure? La partie dure, elle a toujours une bonne intention. Quand je suis dur avec moi-même, c'est que sûrement je veux le meilleur pour moi. Je veux progresser, je veux avancer. Pourquoi? Elle a une bonne intention, elle a aussi une peur derrière. Elle a sûrement la peur que si j'avance pas, ben, je vais stagner, je vais rester médiocre. Elle, c'est sa façon de voir les choses. Donc, en fait, je me rends compte que ma partie dure, elle a une bonne intention et elle a une peur derrière. Si je suis capable de me dire, OK, merci ma partie dure, merci d'exister. Et tu as le droit d'exister. Au lieu de dire, c'est pas bien d'être une personne dure. Non, moi, je suis un être humain, j'ai aussi une partie dure. Et quand ma partie dure, elle arrive, je comprends son intention, je comprends son message, je comprends qu'elle a une peur derrière et je peux la remercier et la remettre à sa juste place. Ça fait que je commence de plus en plus à aimer mes différentes parties en moi. Ça veut dire que plus je suis capable d'aimer de plus en plus de parties en moi, plus je suis capable de partir dans le monde extérieur et de voir que le père que je vais croiser la prochaine fois dans le train, qui va être dur avec son enfant, je ne vais pas le juger. Je vais dire, tiens, ce père, en fait, c'est comme moi quand je suis dur avec mon enfant intérieur. En fait, il a peur pour son enfant. Il est dans la peur. Il a une bonne intention pour son fils. Et je vais le regarder avec une certaine compassion. Plutôt que de dire, mais lui, c'est un fou. Il ne devrait jamais parler à son fils comme ça. Et il est en train de gâcher la vie de son fils, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans ça et je vais avoir plutôt une ouverture de cœur en, en le considérant comme un être qui est dans une partie, déjà qui n'est pas que ça, et qui est dans sa partie souffrante, et qui est sûrement avec une peur. Et ça va transformer complètement mon rapport au monde. C'est-à-dire que même une personne qui vient et qui est agressif avec moi aujourd'hui, mais en fait, j'ai plutôt tendance à avoir quelqu'un qui est souffrant. Lise Bourbeau, elle nous apprend à regarder le monde. Il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Et quand tu commences à voir que les autres autour de toi, quand ils sont durs, quand ils sont en colère, c'est pas finalement qu'ils t'en veulent véritablement à toi, hein. C'est souvent qu'ils ont peur. C'est souvent qu'ils ont peur de ne pas être respectés. C'est souvent qu'ils ont une peur qui leur appartient à eux. Mais toi, quand tu es face à eux, tu vois une personne qui souffre. Et là, tu as une ouverture de cœur plutôt que de dire, ouais, ce mec-là, il est en train de manquer de respect. Attends, je lui rentre dedans, ça va mal. Non, non, ce mec-là, en fait, il est perdu. Il est en train de souffrir. Il est dans sa peur. Et quand tu as accepté ça en toi, parce que toi, tu es pareil, mais quand tu sors dans le monde, et ça, c'est toujours une initiation, que tu es capable d'accepter l'autre comme il est, ça veut dire que tu as accepté cette partie de toi. Ça veut dire que tu es capable de t'aimer dans ça. Et quand tu es capable de t'aimer dans ces parties de toi, ben, tu es capable d'aimer beaucoup plus l'autre comme il est. Donc c'est toujours un effet de miroir, un jeu, des jeux comme une danse subtile d'âme à âme. Et l'autre, il va te refléter. Tiens, aujourd'hui, je sais qu'il va y avoir des moments où les autres vont me refléter des parties de moi que je vais juger et que j'ai pas encore, sur lesquelles je n'ai pas encore mis de la lumière et de l'amour. Et ça, rien que si tu fais ça dans ta vie, waouh, ta vie, ça devient une initiation, ça devient un parcours pour mettre de la lumière et de l'amour
sur les choses que tu n'aimes pas en toi. Et au final, quand tu l'as fait en toi, ben, tu le fais sur les autres. Et oui, ce n'est qu'un jeu de miroir. J'aime les autres de la même manière que je m'aime et de la même manière, à la même intensité que les autres m'aiment. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai le triangle de la vie de Lise Bourbeau, là, tu vois, qui dit ça. J'aime les autres de la même manière que les autres m'aiment, à la même intensité que je m'aime. Ça, je l'ai sur mon bureau. Et ça, pour que ça rentre dans la gueule, dans le cerveau, dans l'inconscient, c'est une amie justement de Lise Bourbeau qui me disait, je crois que pour faire nos lacets, pour l'apprendre au petit, on a dû le répéter, je ne sais plus combien de fois, je ne pourrais pas dire, je vais dire n'importe quoi, on a dû le répéter 150 fois, pour qu'ensuite on n'ait même plus à réfléchir, que ça devienne inconscient. Ça c'est pareil, elle me dit, ça, ben, ce triangle, c'est te le répéter encore et encore pour désamorcer le programme. L'autre, si je ne l'aime pas, c'est qu'il a une partie en lui qu'il ne devrait pas avoir. Non, applique ça et applique-le toi et c'est se reconditionner. C'est comme si on avait eu une première partie dans notre enfance qui nous avait conditionné d'une manière. Et là, c'est comme si on reprenait la main, on reprenait le pouvoir, on redevient le maître en nous. On n'est plus l'esclave de tous ces programmes et on redevient le maître, le souverain, le bon parent en nous qui est celui qui veut mettre de la lumière, de l'amour. Pourquoi? Pour vivre dans plus de douceur et de bienveillance. Tu me le demandais tout à l'heure et qu'on commence à être un peu plus dans ça, ben on se commence à se parler avec plus de douceur, plus de bienveillance. On est en train de se dire, mon petit Antoine là, ouais, tu es dans ta partie égoïste, ouais, tu es dans ta partie agressive. Tu as le droit d'être dans ça. Tu as peur, tu as besoin de ça. Tu as besoin de répondre à tes besoins. Est-ce que tu peux t'accepter? Est-ce que tu peux t'accepter que ton âme, elle est en train d'expérimenter cette partie agressive et que pour elle, c'est une façon simplement de mieux se découvrir comme la vie à travers toi. Quand tu commences à te reconditionner, à réapprendre à voir la vie à travers ça, mais ta vie, elle change et tu es en train de la voir à travers un prisme qui est beaucoup plus le prisme de l'amour. Tu commences à mieux te parler, tu commences à mieux t'accepter. Et bien sûr, il y a des fois, tu as l'ego qui reprend le contrôle, qui est là et qui dit « Ah non, mais ça, c'est que des conneries, dépêche-toi, faut que tu réussisses. Si tu n'as pas 10 séminaires dans le mois prochain, tu vaux rien. Et tu as intérêt à te préparer, tu as intérêt d'être avec gentil à tout le monde. Et si tu tombes en colère, tu es une mauvaise personne, tu seras indigne d'amour. Et en gros, tu t'es jugé par Dieu qui est avec sa tablette électronique maintenant, qui est en train de mettre des mauvaises notes et tu es en train de dire toi tu iras en enfer ou toi tu auras un mauvais karma. Mais franchement, c'est marrant lorsqu'on en parle, mais quand tu vas découvrir le fin fond de ta pensée, ça semble très simpliste, mais pour beaucoup, l'ego il fonctionne comme ça. L'ego, j'adorais de dire, l'ego est un jeu d'enfant, mais l'ego il fonctionne de cette manière. Mauvais, bien, bien, mauvais, bien, mal, tu dois, il ne faut pas. Et si tu le fais, ben, culpabilité. Tu es indigne d'amour, dégage, tu n'auras pas l'amour de personne et tu seras rejeté, tu seras banni de la tribu, de ta famille et voilà, personne t'aimera. Mais c'est comme ça qu'une grosse partie de nous fonctionne. C'est pour ça que, waouh, sortir de la tyrannie de l'ego pour reprendre la main, pour redonner la main à l'amour en soi, à ce royaume de tous ces petits mots en soi qui peuvent être là, cohabiter, collaborer, coopérer, t'aider. Tous, ils ont une bonne intention pour aller vraiment vers un grand but, un grand rêve que tu t'es fixé parce qu'ils sont tous utiles sur ce chemin-là. Mais ouais, c'est une révolution intérieure. Moi, j'ai dit, c'est refaire la révolution en soi pour reprendre la place, le pouvoir au fakir, aller au fakir, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas à ce tyran de l'ego qui a pris et qui impose sa tyrannie sur lequel on a le pouvoir de reprendre la main. Et ça, je pense que c'est une des très belles intentions qu'on peut se poser dans cette aventure sur Terre.